Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai 2 semaines de retard, mais j'avais bien précisé si j'arrive à être productive, ce qui n'a pas été le cas clairement. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de l'entretien avec Frédéric Rouffet, pour rappel, qui est docteur en égyptologie de l'université Paul Valéry de Montpellier, qui est spécialiste des textes magiques. On a parlé de magie du coup la dernière fois. Et cette fois-ci, on parle de médecine. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, pour permettre à la chaîne d'être référencée et ainsi de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'accéder au contenu. C'est parti, on l'écoute. Rebonjour Frédéric. Bonjour Laetitia. Merci d'être disponible pour un deuxième entretien. Donc on avait parlé de la magie précédemment et aujourd'hui on va parler de la médecine. Et commençons par dire ce qu'est la médecine en Égypte ancienne. Qu'est-ce que c'est ? La médecine en Égypte ancienne n'est pas différente en fait de notre médecine actuelle. L'objectif est le même, c'est on a quelqu'un qui est malade et il faut le guérir. Après on a plusieurs manières de faire, suivant la gravité de la blessure. Tu parles de gravité de blessure. Est-ce que du coup on a des médecins qui s'occupent de blessures en particulier ? Est-ce qu'il y a des spécialistes ? Ouais, alors déjà il y a un terme générique. Pour médecin, un peu comme notre docteur à nous, docteur ça veut tout dire, c'est le terme sunu. C'est, on pense vraisemblablement un terme qui est formé sur une racine sun, qui voudrait dire savoir, connaître, et qui déterminerait que le médecin c'est quelqu'un qui sait des choses. Voilà, ce qui est déjà assez beaucoup. Ce médecin a l'air, allez, si dans les grandes lignes on pourrait le comparer à une sorte de généraliste. C'est le terme classique pour désigner le médecin, donc le docteur. Après on a en effet des médecins spécialisés. Alors on en connaît déjà dès l'Ancien Empire, ce qui est quand même assez surprenant, sous les règnes de Pépi Ier par exemple. On va avoir des IBI, alors c'est un IBI si on veut partir en égyptien. C'est un terme qui est un nom de relation formé sur le mot ibeh, qui est la dent. Et en fait on a affaire au dentiste. Donc soit IBI dans les textes, soit Iri ibeh, littéralement celui qui est relatif à la dent. Voilà, ça c'est le premier qu'on a. Après, on connaît le Sunu Irti, c'est-à-dire littéralement le médecin des 2 yeux. Okay. Donc, on devine bien la spécialité, là, voilà, l'ophtalmo. On a l'ophtalmo, on a le dentiste. Après, on a un terme qui est un petit peu particulier, parce qu'on le connaît par très peu d'attestations, et on comprend pas bien vraiment de quoi il retourne. C'est le Neru Pehut, littéralement le berger de l'anus. Alors, autant dire que, voilà, sans plus d'explications, c'est un peu déroutant, la première fois qu'on tombe dessus. Après, dans les textes médicaux, on a beaucoup de choses avec des suppositoires ou des choses qui doivent être introduites dans des orifices homme pour homme ou femme. Donc voilà, on suppose que c'est quelqu'un qui gère cette partie-là du corps et les maladies et les petites difficultés qu'il y a à cet endroit-là. Et après, on a un personnage qui a un titre un peu unique. Je parlais de Pépi Ier, il est sous son règne. Et c'est quelqu'un qui est celui qui interprète les liquides. Et on suppose que c'est quelqu'un qui va analyser les urines, par exemple, des choses comme ça. Voilà, et ça c'est vraiment unique. Donc c'est un petit peu tous les médecins. Et le dernier qu'on a, c'est le spécialiste du ventre, du hiet. Alors le terme hiet, c'est un peu particulier en égyptien ancien, parce que littéralement ça désigne de tout ce qui va depuis le bas du cou jusqu'au bas de l'aine. Donc ça va à la fois sur le côté gastro, mais sur le côté aussi respiratoire. Donc voilà, il y a un peu de tout. C'est voilà les médecins spécialisés, à ma connaissance, on n'a pas de médecin des jambes, par exemple. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les supports qu'on a pour chacune de ces sources ? Bien sûr. On a majoritairement des papyrus. Ça, c'est la plus grosse masse de textes, d'où provient de textes sur papyrus. Très très peu sur ostraca, donc sur ces petits tessons de céramique ou éclats de calcaire inscrits. Et après, on a un bon nombre de papyrus, la plupart qui datent du Nouvel Empire, avec un texte qui semble être plus ancien, comme si on avait collationné quelque part et transmis des textes plus anciens, peut-être par voie orale avant et qu'on a mis sur écrit ensuite. Et après, on a pas mal de textes de la basse époque également. Des livres de médecine. Oui. Alors, on a le plus beau, le plus grand, le plus connu, j'allais dire, c'est le Papyrus Ebers. Papyrus Ebers, c'est 855 formules, avec des descriptions qui vont de la tête jusqu'aux pieds. Il est extrêmement long et il est intégralement consultable en ligne. Voilà, sur le site du musée de Leipzig en Allemagne.
Voilà, c'est chez eux qu'il est conservé et on peut le dérouler comme ça et passer toutes les pages. Alors les pages sont numérotées, Ah, c'est super ce chouette. qui est super intéressant et il a un hiératique qui est juste magnifique à déchiffrer. Donc très très bon exercice pour ceux qui débutent. Et tu nous parles de ce papyrus-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont principalement connus? Oui, Enfin, principalement connus. alors le papyrus Ebers, c'est celui qu'on cite toujours en référence par le nombre de formules qu'il contient. Après, on a un papyrus qui est Hearst, qui est conservé aux États-Unis à l'heure actuelle, qui a beaucoup de parallèles du papyrus Ebers. On a un gros papyrus médical au musée de Berlin également, extrêmement intéressant. Des fragments de papyrus pour un papyrus de la collection Carlsberg. Et ensuite, alors je vais pas tous les citer ça va faire long après, mais les deux gros corpus qu'on a ensuite, c'est les corpus de Kaoun, ou d'Ilaoun. C'est toute une série de papyrus, notamment avec des côtés gynécologiques et côtés vétérinaires également, en même temps. Et après, il y a un très très gros lot qui est du Brooklyn Museum, l'ancien legs Wilbur. Voilà, une très très grosse collection de papyrus de la basse époque. Et là, on a beaucoup de choses. On a un traité de mots aux oreilles, qui a été publié il y a quelques années par Paul O'Rourke. On a un traité qui est en cours d'étude sur tout ce qui est obstétrique, voilà, la femme enceinte, la femme en train d'accoucher, la femme après avoir accouché. Et dans ce même lot de papyrus, on avait le traité d'ophiologie dont on avait parlé pour lutter contre les serpents. On a eu un traité de protection de la maison également, qui a été publié par Goyon, par Jean-Claude Goyon. Et on a un traité que j'ai hâte de lire, qui est en cours d'étude par une étudiante allemande, qui est un traité de ce que nous dit Serge Sonneron, qui est le premier qui les avait vus, de troubles du comportement et troubles sexuels. Voilà. Après, n'ayant pas vu le papyrus, je ne peux pas confirmer le titre, voilà. Mais je pense qu'il y aura extrêmement de choses intéressantes et peut-être des notions de ce berger de l'anus dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, dans les papyrus, est-ce que c'est divisé en sections de spécialités ou est-ce que c'est un petit peu dans le désordre les types de formules médicales? Alors, il n'y a pas de désordre à proprement parler, ça c'est extrêmement intéressant. En effet, il y a une logique. Alors, il n'y a pas de section avec des titres de section à proprement parler. Par contre, on a des groupes de formules qui se suivent, et on sait que le tout début du papyrus Ebers, par exemple, c'est le médecin qui va se protéger. Parce qu'en fait, il a conscience du fait que la maladie contre laquelle il va lutter peut potentiellement revenir sur lui quelque part. Donc il sait qu'il va falloir se prémunir contre le mal qui peut s'en prendre à lui. Et après, on a toute une collection donc, de formules qui vont de la tête jusqu'aux pieds. Et ce qui, moi, me passionne tout particulièrement, c'est la toute fin du papyrus Ebers. Parce que les toutes dernières formules nous parlent on va dire, des relations entre organes. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on nous parle de ce qu'on appelle les métous, qui sont des petits conduits du corps humain, tels que le décrivent les anciens Égyptiens, et là ils vont nous dire tellement clairement, noir sur blanc, ou noir sur papyrus, que on a par exemple deux métous, deux conduits qui partent de la vessie, ce sont eux qui produisent l'urine. Et on va avoir une description assez anatomique, assez juste. Alors évidemment il y a certains trucs, ça nous surprend un petit peu, mais il y a des descriptions qui montrent qu'ils avaient quand même une très bonne connaissance du corps humain, pour l'époque, et qu'ils avaient observé qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient d'une telle manière et certaines choses qui fonctionnaient de telle autre. Est-ce qu'on a des mentions dans ces papyrus justement de fractures? Oui. Jambes cassées. Oui, alors jambes, pas jusque-là, j'ai pas souvenir qu'il y avait de jambes dedans, faudrait que je revérifie, j'avoue. Ça fait longtemps que je l'ai pas retraduit, mais on a un très beau papyrus qui s'appelle le papyrus Edwin Smith, qui a été publié presque au tout début de l'égyptologie, et qui traite de beaucoup de fractures, notamment de fractures du crâne. Et il y a plein de petites choses extrêmement intéressantes où on se demande parfois comment ça pouvait marcher. Mais ce qui nous intéresse avec ce papyrus, en tout cas moi ce qui m'interpelle à la lecture de ce papyrus, c'est que le médecin va avoir un diagnostic. Et on a 3 diagnostics possibles. C'est une maladie contre laquelle je vais lutter, donc j'allais dire le pronostic vital est incertain. Il y a une maladie que je connais et contre laquelle je combattrai, et là c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté, on sait que le pronostic vital n'est pas engagé. Et après on a une maladie que je ne connais pas et contre laquelle soit je combattrai, soit je ne peux rien. Voilà. Et là on sent que le pronostic vital est beaucoup plus compliqué. Et est-ce qu'on a les résultats de ces opérations ou de ces interventions ou Les résultats pas à proprement parler.
puisqu'on n'a pas, nous on n'a que la formule. Notamment pour Edwin Smith, c'est la manière d'écrire de ce papyrus, dont le papyrus est écrit, c'est un médecin qui s'adresse à un autre. D'accord. Et c'est si tu découvres un patient qui présente tel symptôme et tel symptôme, alors tu feras. Voilà, ça fonctionne comme ça. On nous dit pas si le patient s'en sort ou pas. D'accord. On en a certains où on devine qu'il s'en sort, puisque par exemple on nous dit que si le crâne est enfoncé, que quand on appuie dessus on sent qu'il y a une petite résistance, on peut parfois mélanger un œuf d'autruche avec une pierre broyée qu'on va mettre sur le crâne, et hop, au bout de 3 jours, une fois que le mélange a pris la couleur du crâne, c'est que c'est bon, il n'y a plus de soucis. On peut se poser la question de savoir si ça marche. Ouais, bah ouais. Mais c'est extrêmement intéressant. On avait des internes, quoi, déjà, à l'époque. Combien ils faisaient d'années de médecine, on ne sait pas encore. On sait pas du tout. Et ils travaillaient avec les moyens du bord, en plus. Et quand on voit ce qu'ils arrivaient à faire, on a vu sur certaines momies des trépanations, des choses comme ça. On a retrouvé des momies avec des pieds beaux, par exemple. Et on a retrouvé une momie, j'ai un doute sur le fait qu'elle soit conservée au musée du Caire ou pas, avec, par exemple, une prothèse d'orteil, de gros orteils du pied droit en bois. Voilà. C'est vachement surprenant. Oui. Et même au niveau des dentaires, on a retrouvé des bridges, donc des dents qui sont tombées, qu'on a percées. Ah ouais. Et on a entouré un petit fil et on l'a accroché aux dents d'à côté, quoi, pour que ça retienne. C'est trop bien. On n'a pas besoin de tailler une autre dent dans un matériau quelconque, on va récupérer celle qui est tombée. Ça devait peut-être être un petit peu douloureux, par contre, au moment de la pause. Ah bah après, écoute, peut-être qu'ils avaient une résistance à la douleur un peu plus importante que nous, si ça se faisait... Et est-ce que tu as des exemples de formules liées à ces interventions et ce qui est marqué dans les papyrus? Oui, alors même j'en ai une sur Ostracon. C'est un Ostracon de Der el-Médine, où c'est une formule pour régler un problème de mal aux yeux. Alors on comprend pas bien lequel, puisque comme c'est un Ostracon, il est un peu fragmentaire. Par contre, dans la prescription, donc dans la liste d'ingrédients, on a des yeux de vautour, par exemple. Donc on utilise une partie du corps animal de manière logique quelque part, c'est qu'on utilise des yeux pour guérir un problème aux yeux. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais dans des petits cas comme ça, on a une formule pour empêcher les cheveux de tomber, où on va utiliser des piquants de porc-épic. Voilà. À ma connaissance, c'est l'une des rares mentions du piquant de porc-épic dans les textes médicaux. Et notamment pour les formules aux cheveux, sur les cheveux, on a une formule qui a été traduite par un bon nombre d'égyptologues, c'est formule pour faire pousser des cheveux sur la tête d'un chauve. Et à chaque fois que je la lis, je me dis, c'est pas possible, ils savaient des choses que nous on savait pas, ils avaient trouvé les implants. En fait, visiblement, de l'étude que je suis en train de mener, c'est pas le bon terme, c'est-à-dire on a confondu deux termes très très proches en égyptien, et c'est pas faire pousser, mais en fait c'est rendre plus fort. Et je pense que du coup, le terme qu'on traduit par chauve, c'est pas chauve, mais c'est quelqu'un qui est dégarni quelque part, quelqu'un qui a plus beaucoup de cheveux. Voilà, il s'agit pas de faire repousser des cheveux sur la tête de quelqu'un qui en a plus, mais de sauvegarder le peu qui reste sur celui qui est en train de les perdre. Renforcer les cheveux. Oui, mais ce qui montre que c'est une pub pour L'Oréal. Non, mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent qu'ils avaient des problématiques que nous, on peut retrouver encore à l'heure actuelle. Et du coup, les maladies dont s'occupaient les médecins, quelles étaient-elles? Alors, du coup, il y en a plein, évidemment, ça va dépendre de la partie du corps qui est touchée. On a beaucoup de termes, malheureusement, qui nous posent encore problème. Au niveau de l'identification, on n'arrive pas à déterminer de quelle maladie il s'agit. On a pas mal de mots liés à la chaleur, on suppose que c'est des fièvres, par exemple, des choses de fièvre. On avait des vers aussi intestinaux. Dans un tout dernier papyrus que j'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est le grand papyrus médical du musée du Louvre, qui a eu une première publication par Thierry Bardinet, qui est le grand spécialiste de la médecine en France et dans le monde, de la médecine égyptienne. Lui émet l'hypothèse également de l'identification de cancer, de cellules cancéreuses, de tumeurs. Voilà, donc c'est très très vaste, il y a plein de choses. Quand on est au niveau des yeux, ça peut être des problèmes de cils qui repoussent ou qui sont tombés, il y a du pus. Quand on est au niveau des orteils, pareil, ça peut être un ongle arraché, des choses comme ça. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Ça va des choses simples, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à uriner, etc. À des choses en effet plus complexes. Grâce aux spécialistes auxquels on essaye de remédier. Et du coup, on ne sait vraiment pas si les choses fonctionnent ou pas, il n'y a pas du tout de... Non. Après, ce qui est étonnant, c'est que dans ces papyrus médicaux qu'on a, les noms des spécialistes n'apparaissent pas. Les noms des spécialistes, on les connaît par des stèles de personnes qui disent « voilà, j'ai occupé tel poste, j'avais telle fonction, etc. » Mais dans le papyrus Ebers, par exemple, à part le mot Sunu, on n'a pas de terme spécifique
de médecins spécialisés. Et est-ce qu'il y a des formules spécifiquement pour les femmes? Alors, il y en a quelques-unes, notamment dans les papyrus d'Ilaoud ou de Kaoun, et dans le traité du papyrus Wilbour, le traité d'obstétrique. Il y a beaucoup de choses pour la mère et l'enfant. On a un papyrus qui s'appelle, du coup, dont le titre a été donné comme ça, le papyrus pour la mère et l'enfant aussi, du Moyen Empire. Ce qui est le plus intéressant, je pense, à l'heure actuelle, tout du moins ce qui marque le plus, c'est les pronostics de grossesse. Est-ce que la femme est enceinte ou pas? Est-ce qu'elle va accoucher ou pas? Ce qui devait être quand même une question assez importante, puisqu'on suppose qu'il y avait un taux de mortalité infantile qui était assez élevé, et peut-être aussi un taux de mortalité en couche qui devait être assez élevé, même si on le suppose à l'heure actuelle, on n'a pas énormément d'informations dessus. Mais on apprend comme ça dans certains papyrus que, par exemple, la formule, ou le pronostic en tout cas le plus connu, consiste à faire uriner la femme enceinte sur 2 sacs dans lesquels on a mélangé du sable, des dattes et dans l'un du blé et dans l'autre de l'orge. Et le texte nous dit si le blé pousse en premier, ce sera un garçon, elle aura un garçon, si l'orge pousse en premier, ce sera une fille, et si aucun des deux ne pousse, elle n'enfantera pas. Voilà. C'est le plus connu parce qu'il est en entier. Après, on en a d'autres un peu fragmentaires où c'est un peu plus bizarre. Il faut faire avaler des choses à la femme enceinte. Et si elle vomit, le nombre de vomissements indiquera le nombre d'enfants. Des choses un peu plus surprenantes. Voilà. C'est le début des Clear Blue. Est-ce qu'on a des attestations de pédiatrie, donc juste pour les enfants? Juste pour les enfants, dans le traité d'obstétrique, il doit y en avoir quelques-uns pour l'enfant nouveau-né. C'est pas expressément marqué dans le traité de la mère et de l'enfant. On n'a pas d'opération directe sur le nouveau-né, à ma connaissance, il faudrait que je revérifie. Mais j'ai pas souvenir directement qu'on en ait comme ça. Bon bah merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir, d'avoir merci répondu encore une fois. Bah non, merci à toi d'avoir répondu à la question de la médecine. C'est un joli entretien complémentaire. Et puis j'espère qu'on se reverra encore. Avec grand plaisir. Et encore bravo pour l'émission. Ah bah merci, bravo à toi. Salut. À bientôt.